Martine, ce n'est pas la peine de venir. On va se débrouiller seul. C'est Chloé qui a prononcé ces mots sur le pas de ma porte, avec Julien planté à côté d'elle, silencieux. C'était un dimanche matin, le jour de l'anniversaire de mon petit-fils. J'avais déjà emballé le cadeau avec soin, choisissant un papier coloré que je savais qu'il adorerait. J'avais déjà préparé le gâteau, ce fondant au chocolat que Julien réclamait toujours quand il était enfant. La voisine du rez-de-chaussée arrosait ses géraniums sur le balcon. Elle s'est arrêtée, le tuyau d'arrosage à la main, immobile. Le gardien de l'immeuble d'en face a fait semblant de consulter son portable, mais je sais pertinemment qu'il a tout entendu. Le soleil matinal me frappait directement le visage. Je ne pouvais pas distinguer clairement son expression à cause de l'éblouissement, mais je pouvais sentir le ton de sa voix, glacial. Chloé a esquissé un demi-sourire. Ce genre de sourire en coin de celle qui savait déjà que je n'allais pas réagir, que j'allais avaler la couleuvre sans broncher. Elle a tourné les talons et est montée dans la voiture. Julien ne m'a même pas regardé. Il a simplement claqué la portière passager et s'est assis, fixant le tableau de bord. J'ai serré la boîte à gâteaux à 2 mains, fermement, si fort que le carton a plié. Parce que si j'avais relâché ma prise, j'aurais commencé à trembler. Et ce n'était pas le moment de trembler devant qui que ce soit, et surtout pas devant eux. Vous savez ce que c'est d'élever quelqu'un seul. Veuve à 42 ans, faisant des retouches de couture jusqu'à l'aube pour payer l'école privée, pour acheter les uniformes, pour payer tout ce dont il avait besoin. J'ai renoncé à refaire ma vie. J'ai renoncé au voyage, au repos, à penser à moi. Tout ça pour que Julien ait ce que je n'avais jamais eu. Et maintenant, il était là, assis sur le siège avant, pendant que sa femme me coupait de l'anniversaire de mon propre petit-fils. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que 3 mois plus tard, son téléphone portable allait tomber sur le carrelage de mon salon. Et que j'allais voir chaque message, chaque mensonge, chaque petite chose qu'elle avait planifiée pour m'effacer de la vie de mon fils. Attendez un peu, car vous n'avez pas encore entendu le pire. Julien est né quand j'avais 23 ans. J'étais à peine plus qu'une gamine. Son père est mort dans un accident de moto quand le petit n'avait que 5 ans. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée complètement seule. Sans pension, sans aide de personne. La famille de mon mari s'est volatilisée. Ma propre famille vivait en province, loin, et arrivait à peine à subvenir à ses propres besoins. J'ai acheté une machine à coudre d'occasion, une vieille Singer robuste. J'ai commencé par faire des ourlets de pantalons pour le quartier. Puis je suis passée aux réparations, à l'ajustement de robes, à des travaux plus complexes. Je travaillais souvent jusqu'à minuit passé. Parfois plus, quand les yeux me brûlaient de fatigue. Julien allait à l'école le matin. Je me levais à 5 heures pour lui préparer son déjeuner, pour que tout soit prêt et ordonné. Ensuite, je cousais toute la journée. Le week-end, je faisais des ménages chez des familles aisées, des beaux quartiers. Parce que l'école privée n'était pas donnée. Les fournitures, les sorties scolaires, je ne lui ai jamais rien laissé manquer. Il y a eu une fois où il a voulu faire un stage d'informatique avancée. C'était cher, trop pour mes moyens. J'ai vendu mon alliance en or, je ne lui ai jamais dit. J'ai prétendu l'avoir perdu en faisant la vaisselle. Il a fait son stage. 6 mois plus tard, il décrochait son premier vrai emploi. Quand il a obtenu son diplôme de comptabilité, j'ai pleuré au fond de la salle, caché derrière un pilier. Personne ne m'a vu. Mais je savais combien ce bout de papier nous avait coûté. Nous avons toujours été proches, soudés. Il m'appelait tous les jours, sans exception. Le week-end, nous déjeunions ensemble. Il m'aidait avec les courses lourdes, avec la facture d'électricité quand les fins de mois étaient difficiles. Ce n'était pas une obligation, mais il le faisait. Et je sentais qu'il se souvenait de tout ce que j'avais fait pour lui. Puis, il a rencontré Chloé. Au début, elle était charmante, aimable. Elle souriait, disait bonjour poliment, m'invitait à me joindre à eux quand ils sortaient à dîner. Je l'aimais bien, même. Je pensais que Julien avait trouvé quelqu'un de bien, une fille équilibrée. Mais après le mariage, les choses ont commencé à changer, lentement, insidieusement. Rien que l'on puisse pointer du doigt en disant « Regarde, ça c'est mal ». Juste de petits détails. Un ton de voix différent. Une invitation qui n'arrivait plus. Julien a commencé à appeler moins souvent. Les visites sont devenues plus courtes, expéditives.
J'ai cru que c'était naturel. Qu'il avait sa vie maintenant, sa nouvelle famille. Que je devais prendre du recul et leur laisser de l'espace. Mais ce n'était pas ça. La première fois que je n'ai pas été prévenue, c'était pour la fête des mères. Ils ont organisé un déjeuner chez eux. Je ne l'ai su que parce que la belle-sœur de Chloé a posté une photo sur Instagram. La table dressée, toute la famille réunie. Julien apparaissait en arrière-plan, souriant, un verre de vin à la main. Je l'ai appelé en fin d'après-midi, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. J'ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a dit que ça avait été la course, qu'il était resté à la maison à se reposer, qu'il n'avait rien fait de spécial. Je n'ai rien dit. J'ai raccroché et je suis restée à fixer le mur blanc de ma cuisine. 2 semaines plus tard, Lucas est né, mon petit-fils. Je suis allée à la maternité dès que Julien m'a appelée. Je suis restée là toute la journée, dans le couloir, puis dans la chambre. J'ai tenu le bébé dans mes bras, j'ai aidé Chloé avec ses affaires, j'ai apporté à manger pour Julien qui n'avait pas bougé. Mais au moment de prendre la photo officielle pour le faire part de naissance, Chloé a demandé seulement sa famille à elle. Sa mère, son père, sa sœur. Je suis restée hors de la chambre, dans le couloir aseptisé. Julien ne l'a même pas remarqué. Quand Lucas a eu 3 mois, ils ont fait une petite fête à la maison. J'ai aidé à tout organiser. J'ai préparé des quiches, installé la décoration, passé le week-end entier à tout préparer. Le jour de la fête, Chloé m'a demandé de rester à la cuisine. Elle a dit que c'était pour que je ne me fatigue pas, pour me préserver. Qu'elle m'appellerait quand elle aurait besoin d'aide. J'ai passé la fête entière à faire la plonge et à remplir les plateaux vides. Pendant ce temps, sa mère trônait dans le salon, recevant les félicitations, prenant des photos avec son petit-fils comme si c'était elle la reine de l'événement. J'ai ravalé ma fierté. Le premier anniversaire de Lucas a eu lieu dans une salle de réception. Je n'ai pas été invitée. Je l'ai appris parce que Julien a fait un commentaire la semaine suivante, par inadvertance. Il a dit que Lucas avait adoré le spectacle de marionnettes. J'ai demandé quand c'était. Il est resté sans voix, à bafouiller. Il a changé de sujet immédiatement. J'ai commencé à remarquer que chaque fois que j'appelais, c'était Chloé qui répondait. Elle disait que Julien était occupé, sous la douche ou au travail, qu'elle ferait passer le message. Le message n'arrivait jamais. Les visites sont devenues de plus en plus rares, presque inexistantes. Quand j'allais chez eux, Chloé ouvrait la porte mais ne m'invitait pas à entrer. Elle restait plantée sur le seuil, tenant Lucas, disant qu'il dormait, ou qu'ils allaient sortir, ou que c'était l'heure du bain. Je voyais mon petit-fils à travers l'entrebâillement de la porte. Il grandissait loin de moi. Il y a eu un jour où je suis arrivée avec un cadeau, un petit ensemble que j'avais cousu moi-même pour lui, avec la laine la plus douce que j'avais trouvée. Chloé l'a pris sur le pas de la porte, a remercié froidement et a refermé. Elle ne m'a même pas laissé le donner à Lucas. La semaine suivante, j'ai vu ce vêtement à la braderie de la paroisse. Il avait encore l'étiquette que j'avais brodée à la main. J'ai tout gardé pour moi. Julien a cessé de m'appeler. C'est moi qui appelais. Et quand j'appelais, c'était toujours expéditif. Il disait qu'il était dans les embouteillages du périphérique, ou à la salle de sport, ou qu'il me rappellerait plus tard. Il ne rappelait jamais. Pour mon anniversaire, il a envoyé un message, juste un SMS, même pas un coup de fil. Chloé, même pas ça. J'ai commencé à remarquer d'autres choses, des détails, mais qui, mis bout à bout, formaient un tableau inquiétant. Chaque fois que je mentionnais l'appartement où je vivais, celui que j'avais acheté avec des années de couture et de sacrifice, Chloé changeait de sujet, mais ses yeux brillaient. Je voyais son regard, calculateur, comme si elle mesurait déjà les mètres carrés et la valeur immobilière. Un jour, elle m'a demandé si j'avais fait un testament. Comme ça, sorti de nulle part. On prenait un café rapide et elle a lâché la question. Elle a masqué ça en disant que c'était important, que tout le monde devrait en avoir un par sécurité. Mais le ton n'était pas celui de l'inquiétude bienveillante. C'était de l'intérêt pur et simple. J'ai dit que je n'en avais pas. J'ai menti. Je l'avais déjà fait, des années auparavant, tout au nom de Julien. Mais quelque chose à ce moment-là, un instinct de survie, m'a poussé à mentir. Elle a souri, un sourire de soulagement. J'ai commencé à noter les dates, pas sur papier, dans ma tête, chaque fois que j'étais exclue,
chaque mensonge que Julien racontait, chaque fois que Chloé faisait semblant que je n'existais pas. J'ai réalisé qu'elle ne disait jamais du mal de moi devant moi. Elle m'effaçait simplement. Et cela, d'une manière étrange et perverse, était pire. Parce qu'il n'y avait rien à confronter. Pas de dispute, pas de cris. Juste un silence qui m'engloutissait petit à petit. Julien ne voyait rien, ou ne voulait rien voir. Chaque fois que j'essayais de dire quelque chose, il disait que j'exagérais, que Chloé était fatiguée, qu'un enfant en bas âge donne du travail, que je devais comprendre. Je comprenais. C'est juste que je n'acceptais plus. Et c'est là que j'ai commencé à faire vraiment attention. 3 mois après cet anniversaire où je n'avais pas été invitée, Julien s'est présenté chez moi, seul, une chose rarissime. Il est resté quelques minutes à parler de tout et de rien, du boulot, du métro, de Lucas. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose. Il jouait avec son verre d'eau. Il regardait ailleurs. Puis il a lâché le morceau. « Maman, on a besoin d'un prêt. On doit refaire la chambre de Lucas et régler quelques factures qui sont en retard. » J'ai demandé combien. Il a dit 5 000 €. Ce n'était pas rien, mais je les avais. De côté. Fruit d'années d'économie, centime après centime. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Il a été surpris. Il pensait que j'allais lui donner tout de suite, comme je le faisais toujours. Mais quelque chose en moi s'est bloqué. Il a insisté. Il a dit que c'était urgent, que Chloé était inquiète, anxieuse, qu'il me rembourserait dans 6 mois. J'ai dit que j'allais voir ce que je pouvais faire. Quand il est parti, je suis restée à réfléchir. 5 000 €. Refaire une chambre d'enfant, des factures en retard. Julien avait un CDI, un poste stable. Chloé travaillait aussi, du moins, elle travaillait avant de tomber enceinte. Où passait leur argent? Le lendemain, je suis passée devant chez eux. Juste passée. Je ne suis pas descendue du bus. Mais j'ai pu voir. Une voiture neuve dans l'allée, flambant neuve. Ce n'était pas la vieille citadine de Julien. C'était un SUV gris métallisé, de ceux qui coûtent cher. Refaire la chambre, hein? Je n'ai rien dit, mais je n'ai pas donné l'argent non plus. 1 semaine plus tard, Chloé m'a appelée, la première fois depuis des mois. La voix était douce, affectueuse même. Elle m'a invitée à déjeuner dimanche. Elle a dit que je manquais à Lucas, que je manquais à tout le monde. J'y suis allée. La maison était différente. Nouveaux meubles dans le salon, un écran plat immense au mur, un canapé d'angle en cuir. Tout sentait le neuf. Je n'ai fait aucun commentaire. J'ai déjeuné. J'ai tenu Lucas dans mes bras. Chloé a été aux petits soins tout le temps. Elle m'a demandé des nouvelles de ma santé, de ma tension, si j'avais besoin de quelque chose. Elle m'a resservi du dessert 2 fois. Au moment de partir, elle a abordé le sujet. Elle a dit que Julien avait mentionné le prêt, qu'il comptait dessus, que c'était important pour l'équilibre de la famille. J'ai dit que j'aurais besoin d'un papier signé, une reconnaissance de dette, avec les échéances et tout en règle. Son sourire s'est figé sur son visage. Elle a dit que ce n'était pas nécessaire, que nous étions une famille, que cette demande était blessante. J'ai dit que c'était juste pour l'organisation, que j'avais besoin d'avoir les choses écrites noir sur blanc, que ce n'était pas de la méfiance, c'était de la prévoyance. Ça ne lui a pas plu. Elle a changé de ton instantanément. Elle a dit que c'était bon, que si c'était comme ça, ils trouveraient un autre moyen par eux-mêmes, qu'elle ne voulait pas déranger. Je suis sortie de là avec la sensation d'avoir échappé à un piège. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'une étude notariale. La secrétaire m'a demandé si j'étais passée récemment, si j'avais signé une procuration. J'ai dit non. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit que quelqu'un avait tenté d'enregistrer une procuration à mon nom, avec des copies de mes documents. Mais la signature semblait étrange, hésitante. C'est pour ça qu'ils appelaient, pour confirmer. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai demandé qui avait tenté de faire ça. Elle ne pouvait pas le dire pour des raisons de confidentialité, mais elle a dit que c'était une jeune femme, qu'elle était venue avec un homme. J'ai remercié. J'ai raccroché. Je suis restée assise dans le salon, fixant le vide. Une procuration, mes papiers.
Chloé m'avait demandé des copies de mes papiers d'identité des mois auparavant. Elle avait dit que c'était pour me mettre comme contact d'urgence pour la crèche de Lucas. Je les lui avais donnés. Elle avait essayé de m'escroquer. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Je me suis levée, je suis allée à l'armoire et j'ai pris tous mes documents originaux. Carte d'identité, avis d'imposition, titre de propriété de l'appartement, tout. Je les ai mis dans une pochette. Je les ai portés à la banque le lendemain. Je les ai laissés dans un coffre-fort. J'ai appelé mon avocat. Maître Laurent, le même qui avait rédigé mon testament des années plus tôt. Je lui ai expliqué la situation. Il a dit que j'avais bien fait, qu'une fausse procuration était un délit pénal, que je pouvais porter plainte. J'ai dit non, pas encore, que j'avais besoin de plus de certitude, que je devais comprendre jusqu'où ils iraient. Il m'a conseillé. Il m'a dit de ne rien signer, de ne pas virer d'argent, de ne rien faire sans lui en parler d'abord. J'ai promis. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à rassembler tout ce dont je me souvenais. Chaque demande étrange, chaque conversation ambiguë, chaque chose qui clochait. Julien ne savait pas, ou il savait et faisait semblant de ne pas savoir. Je n'en avais pas encore la certitude. Mais Chloé savait, et elle jouait un jeu que je n'avais pas perçu jusqu'à présent. Sauf que maintenant, je voyais clair, et je n'allais pas la laisser faire. Le 2e anniversaire de Lucas a eu lieu dans une grande salle des fêtes, pleine de monde. Je n'ai pas été invitée, mais la voisine de Chloé m'a appelée. Elle a dit qu'elle avait vu mon nom sur la liste des invités affichée à l'entrée, que Chloé avait dit à tout le monde que je venais. Ça m'a paru bizarre, mais j'y suis allée. J'ai acheté un cadeau, je me suis bien habillée, je suis arrivée à l'heure. Quand je suis entrée, Chloé était à la porte pour accueillir les invités. Elle m'a vue. Le sourire a disparu de son visage une seconde. Puis, il est revenu, faux comme un jeton de casino. « Martine, quelle surprise! Je ne savais pas que tu venais. » J'ai dit que j'avais su que mon nom était sur la liste. Elle a ri, un rire fort, strident, pour que tout le monde entende. « Ah, ça doit être une erreur du traiteur. Mais c'est bon, puisque tu es là, reste. » Il y avait du monde autour. Sa mère, ses amis, les collègues de bureau de Julien, tous nous regardaient. Je suis entrée. Je suis allée directement vers Julien. Il avait Lucas dans les bras, près de la table du gâteau. Quand il m'a vue, son visage a changé. Ce n'était pas de la joie, c'était de la gêne. « Maman, tu es venue. » Ce n'était pas une question. C'était un constat, comme si j'avais fait quelque chose de mal. J'ai dit que j'étais venue voir mon petit-fils, que j'avais apporté un cadeau. Il a regardé sur le côté, vers l'endroit où se trouvait Chloé, comme s'il demandait la permission. La fête a continué. Je suis restée dans un coin. Personne ne m'adressait la parole. Chaque fois que j'essayais de m'approcher de Lucas, Chloé surgissait de nulle part. Elle prenait l'enfant, l'emmenait ailleurs. Au moment de souffler les bougies, tout le monde s'est rassemblé. Je me suis approchée aussi. Je suis restée derrière, au milieu de la foule. Ils ont chanté « Joyeux anniversaire ». Lucas a soufflé sa bougie. Tout le monde a applaudi. Puis Chloé a demandé le silence. Elle a dit qu'elle voulait remercier les gens. Elle a commencé à parler. Elle a remercié sa mère, qui avait aidé à tout organiser. Elle a remercié son père, qui avait payé la salle. Elle a remercié ses copines, qui avaient apporté les bonbons. Elle a remercié Julien, son mari merveilleux. Elle n'a pas prononcé mon nom. J'étais là, devant elle. Elle m'a vue. Nos yeux se sont croisés, et elle a continué à parler. Elle a même remercié le photographe. Mais moi, la grand-mère, qui avait élevé le père de cet enfant seul, je n'existais pas. Julien n'a rien dit. Il est resté là, souriant, avec Lucas dans les bras. J'ai senti mon visage brûler. Pas de colère, de honte. Tout le monde l'a remarqué. J'ai vu les regards. La mère de Chloé a eu un petit sourire satisfait. Les amies ont chuchoté entre elles. Je n'ai pas pu rester. J'ai pris mon sac et je suis sortie. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. J'ai traversé toute la salle, seule, avec le bruit de la fête dans mon dos. Quand je suis arrivée dans la rue, je me suis effondrée. Je me suis assise sur le trottoir, devant la salle, et j'ai pleuré. J'ai pleuré la main sur la bouche, pour qu'on ne m'entende pas. J'ai pleuré pour tout,
pour les années passées à coudre, pour les nuits blanches, pour avoir cru que Julien se souviendrait de moi. Je suis restée là 10 minutes, jusqu'à ce que je réussisse à me lever, jusqu'à ce que je réussisse à marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Dans mon sac, le cadeau que j'avais apporté pour Lucas. Un ours en peluche que j'avais cousu à la main, avec son prénom brodé sur le ventre. Je suis rentrée chez moi. Je suis entrée. J'ai fermé la porte à double tour, et je suis restée 3 jours sans sortir, sans répondre au téléphone, sans manger correctement. Jusqu'à ce que, le 3e jour, je me regarde dans le miroir. Et j'ai décidé que je n'allais pas mourir comme ça. Effacée, humiliée, oubliée. Il m'avait tout pris, sauf une chose, ma dignité, et j'allais récupérer le reste. Pendant les 3 jours où je suis restée enfermée chez moi, j'arrivais à peine à sortir du lit. Je me réveillais, je regardais le plafond et je me rendormais. Ce n'était pas de la fatigue physique, c'était de l'abandon. L'appartement était silencieux, trop silencieux. J'avais toujours pensé que quand je serais vieille, j'aurais des petits-enfants qui couraient dans le salon. J'aurais des déjeuners du dimanche animés. J'aurais la famille que j'avais construite autour de moi. Mais j'étais seule, complètement seule. Le 3e jour, je me suis levée pour boire un verre d'eau. Je suis passée par le salon. J'ai vu la machine à coudre dans le coin, à l'arrêt, couverte de poussière. Je ne cousais plus. Je n'avais plus de commande. Je n'avais plus la force. C'est là que j'ai vu la boîte où je gardais les souvenirs de Julien, des photos de lui bébé, ses bulletins scolaires, le certificat de son stage d'informatique, sa première fiche de paie qu'il m'avait montrée tout fier. Je l'ai ouverte. J'ai commencé à regarder, un objet après l'autre. Et là, je me suis souvenue. Je me suis souvenue de chaque sacrifice, de chaque nuit passée à coudre jusqu'à ce que mes mains me fassent mal, de chaque fois où j'avais renoncé à quelque chose pour qu'il puisse l'avoir. Et je me suis souvenue que ce garçon que j'avais élevé ne m'avait pas défendu. Pas une seule fois. La douleur s'est transformée en colère. Et la colère s'est transformée en lucidité. Je me suis assise par terre dans le salon, avec la boîte à côté, et j'ai commencé à réfléchir. À réfléchir vraiment. Pas avec l'émotion, avec la logique. Qu'est-ce que j'avais en main? J'avais la tentative de fausse procuration. L'étude notariale avait appelé. Il y avait une trace de ça. J'avais le nom de la secrétaire qui m'avait prévenu, j'avais la date, j'avais la demande d'argent. Julien avait demandé 5 000 € pour refaire la chambre et payer des factures. Mais ils avaient acheté une voiture neuve. Les comptes ne collaient pas. Et j'avais vu la voiture. Je pouvais le prouver. J'avais les exclusions. L'anniversaire de Lucas. La fête des mères. La petite fête à la maison. Chaque fois que j'avais été effacée, quelqu'un avait vu. La voisine qui avait posté la photo. Les amis de la paroisse qui me demandaient pourquoi je n'étais pas au fait. Des gens qui pouvaient confirmer. J'avais l'humiliation publique du 2e anniversaire. La salle pleine de monde. Moi qui partais en pleurant. Le gardien de l'immeuble m'avait vu. D'autres mères qui étaient là aussi. J'avais le vêtement que j'avais cousu pour Lucas et que Chloé avait donné à Emmaüs. La dame qui gérait le stand de la paroisse me connaissait. Elle se souvenait du vêtement, parce qu'elle m'avait fait la remarque, à l'époque, que c'était dommage que quelqu'un ait donné quelque chose d'aussi beau et neuf. Je me suis levée. J'ai pris papier et stylo. J'ai commencé à écrire. Tout. Chaque chose. Avec les dates, avec les noms de ceux qui avaient vu, avec les détails. J'ai écrit pendant des heures. Quand j'ai fini, j'avais 3 pages serrées, 3 pages de preuves, de mensonges, de manipulations. Mais il manquait encore une chose, la plus importante. J'avais besoin de savoir si Julien était complice, ou s'il était juste un idiot amoureux qui ne voyait pas qui il avait à ses côtés. Parce que s'il savait tout, s'il l'aidait à m'escroquer, alors j'allais le couper de ma vie. Complètement. Sans retour. Mais s'il ne savait pas, s'il était manipulé, il y avait encore une chance. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de quelque chose de concret. Quelque chose qui montre les intentions réelles de Chloé. C'est alors que je me suis souvenue d'une chose. Des mois auparavant, quand j'allais encore chez eux, j'avais vu Chloé sur son portable. Elle tapait frénétiquement. Elle riait toute seule. Quand elle s'est aperçue que je la regardais,
Elle a verrouillé l'écran instantanément. Trop vite, comme quelqu'un qui cache quelque chose. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Mais maintenant, tout prenait sens. Elle cachait quelque chose. Et si je réussissais à voir ce que c'était, j'aurais tout ce qu'il me fallait. Seulement, comment faire? Je n'allais pas m'introduire chez elle par effraction. Je n'allais pas voler son téléphone. Je n'étais pas une criminelle. Je voulais juste la vérité. Alors, j'ai attendu. Je savais que tôt ou tard, quelque chose allait arriver. Ça arrive toujours. Celui qui ment trop finit par faire un faux pas. Et pendant que j'attendais, je me suis organisée. J'ai rappelé l'avocat. J'ai pris rendez-vous. J'ai apporté tout ce que j'avais écrit. Il a lu. Il est devenu sérieux. Madame Martine, c'est grave. Tentative de fraude, abus de faiblesse, aliénation parentale si on prouve le préjudice à l'enfant. Vous pouvez porter plainte. J'ai dit non, pas encore, que je voulais plus, que je voulais avoir la certitude absolue avant d'agir. Il a dit que j'avais raison, que c'était mieux d'avoir toutes les cartes en main avant de passer à l'étape suivante. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait autre chose. J'ai appelé chaque personne qui pouvait m'aider. La voisine qui avait vu la photo de la fête des mères, la dame de la braderie, le gardien de la salle des fêtes. J'ai demandé s'ils se souvenaient, s'ils pouvaient me confirmer. Tous ont dit oui. J'ai noté les noms, les numéros de téléphone. J'ai tout mis avec les 3 pages. J'ai fait des photocopies de tout. Une copie est restée avec moi. Une autre est allée chez l'avocat. Une autre a fini dans le coffre à la banque, avec mes documents. Je n'allais pas me faire prendre au dépourvu une nouvelle fois. J'ai changé le mot de passe de la banque. J'ai changé le mot de passe de ma boîte mail. J'ai prévenu le directeur de l'agence que personne ne pouvait toucher à mon compte sans ma présence physique. En personne. Il a trouvé ça étrange. Il a demandé si tout allait bien. J'ai dit que oui. Juste de la prévoyance. J'ai passé la semaine entière à faire ça, à me blinder, à me protéger, à mettre chaque pièce du puzzle à sa place. Et à la fin de cette semaine-là, je n'étais plus au fond du trou. J'étais solide, organisée, prête. Il ne manquait que la pièce finale, la preuve définitive, celle qui ne laisserait aucun doute sur qui était réellement Chloé. Et je savais qu'elle allait apparaître. Tôt ou tard. Je devais juste être attentive quand ça arriverait. 2 semaines plus tard, je suis retournée voir l'avocat. Maître Laurent. C'était un homme sérieux, la soixantaine. Un cabinet simple mais fiable, rempli de livres de droit. J'ai tout apporté. Les 3 pages, les copies, les noms des témoins, la date de la tentative de procuration. Il a lu calmement. Il s'arrêtait sur certains points. Il prenait des notes. Quand il a fini, il a retiré ses lunettes et m'a regardé. « Martine, vous avez un dossier, et il est solide, mais je dois vous demander une chose. Que voulez-vous obtenir? Vous voulez la poursuivre? Vous voulez récupérer votre argent? Vous voulez éloigner cette femme de votre fils? Ou vous voulez juste qu'elle arrête? » J'ai réfléchi avant de répondre. Je veux que la vérité éclate. Je veux que Julien sache qui elle est. Et je veux la garantie qu'elle ne tentera plus jamais rien contre moi. Juridiquement. Financièrement. D'aucune façon. Il a hoché la tête. Alors, on va faire comme ça. D'abord, nous avons besoin de la preuve concrète de ce qu'elle planifie. La tentative de procuration est grave, mais elle pourrait plaider l'erreur administrative, le malentendu. Nous avons besoin d'une intention claire. J'ai demandé comment. Des messages, des conversations, n'importe quoi qui montre qu'elle essaie de vous nuire délibérément. Si on a ça, on a la fraude, on a la mauvaise foi. Et là, vous pouvez non seulement vous protéger, mais renverser la situation. J'ai dit que je ne savais pas comment obtenir ça, que je n'avais pas accès à son téléphone, qu'elle ne me dirait rien. Il a réfléchi un instant. Vous avez quelqu'un de proche? Quelqu'un qui vit avec eux et qui pourrait être de votre côté? J'allais dire non. Mais je me suis souvenu. Amina, la femme de ménage. Elle allait 2 fois par semaine chez Julien. Elle faisait le ménage, le repassage. Je la connaissais de vue. On se disait toujours bonjour. Et il y avait un détail. Des mois auparavant, un jour où j'étais passée là-bas, Amina m'avait dit, à voix basse, alors que Chloé n'était pas dans les parages, « Madame, vous êtes une sainte, je ne sais pas comment vous tenez. » À l'époque, je n'avais pas compris. Mais maintenant,
Tout s'éclairait. Elle voyait des choses. Elle savait. Je l'ai raconté à maître Laurent. Il a dit que ça valait la peine d'essayer, que je devais lui parler. Avec prudence, sans rien demander d'illégal, juste pour comprendre ce qu'elle voyait. Le lendemain, je suis allée chez Amina. Elle habitait dans une cité voisine. J'ai attendu qu'elle rentre du travail. Quand elle m'a vue devant sa porte, elle a été surprise. « Madame Martine, vous allez bien ?» J'ai dit que j'avais besoin de lui parler. Elle m'a fait entrer. On s'est assise dans son petit salon. J'ai été directe. « Amina, je sais que tu travailles chez mon fils, et je sais que tu vois des choses. Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit de mal. Je veux juste savoir. Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Elle est restée silencieuse. Elle a regardé ses mains abîmées par les produits ménagers. Puis elle a soupiré. « Madame Martine, je ne devrais pas parler, mais je n'en peux plus. Cette femme est mauvaise. Elle dit du mal de vous tout le temps. Quand Julien n'est pas là, elle est au téléphone avec sa sœur. Elle rit de vous. Elle dit que vous êtes une vieille, que vous gênez, que si ça ne tenait qu'à elle, vous ne mettriez plus les pieds là-bas. » J'ai senti ma poitrine se serrer. Mais ce n'était pas de la surprise. C'était une confirmation. Et Julien le sait ? Il ne voit rien, ou il ne veut rien voir. Chaque fois qu'il parle de vous, Chloé change de sujet. Chaque fois qu'il suggère de vous inviter, elle invente une excuse, et il la croit. Je lui ai demandé si elle se souvenait de quelque chose de précis. Quelque chose que je pourrais utiliser. Elle a réfléchi. Il y a une chose. Il y a environ 3 semaines, Chloé était au téléphone avec sa sœur. J'étais dans la cuisine, mais on entendait tout. Elle parlait de votre appartement. Elle disait que quand vous seriez morte, l'appartement serait à eux. Qu'elle avait déjà contacté un notaire pour voir comment faire pour sécuriser l'héritage. Mon sang s'est glacé. Et ce n'est pas tout. Elle a dit qu'elle avait déjà essayé de faire la procuration, mais que ça n'avait pas marché. Que vous étiez plus maligne qu'elle ne le pensait. Voilà, c'était ça, aveu direct, intention claire. Je lui ai demandé si elle pouvait confirmer tout ça, si elle pouvait signer une attestation sur l'honneur. Elle a eu peur. Elle a dit qu'elle avait besoin de ce travail. J'ai compris. J'ai dit qu'elle ne perdrait rien, que je lui donnerais des garanties, que quand tout serait fini, si elle avait besoin d'aide, je l'aiderais. Elle a accepté. Mais elle a dit qu'elle ne mentirait pas. Elle dirait seulement ce qu'elle avait vu et entendu. J'ai dit que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je suis retournée voir maître Laurent avec cette information. Il était satisfait. Maintenant, nous avons un témoin. Nous avons l'intention. Nous avons la tentative de fraude. Nous pouvons agir. Il a élaboré un plan, en 3 étapes. Première, réunir tout officiellement. L'attestation d'Amina. Le signalement de l'étude notariale sur la tentative de procuration. Les photos de la nouvelle voiture. Tout documenté. Deuxième, notifier Chloé, par courrier recommandé, en mettant au clair que je savais tout, que j'avais les preuves, et que si elle tentait quoi que ce soit d'autre, je porterais plainte. Troisième, donner un ultimatum à Julien. Il devait choisir. Soit il ouvrait les yeux et voyait qui était vraiment sa femme, soit il perdait sa mère. Pour toujours. J'ai demandé combien de temps ça prendrait. Il a dit environ 2 semaines pour tout formaliser. J'ai accepté. Mais j'ai demandé une chose. Je veux la confronter personnellement, avant le courrier. Je veux la regarder dans les yeux et lui dire que je sais. Il a trouvé ça risqué. Mais j'ai insisté. Ce n'était pas seulement une question de justice. C'était une question de dignité. J'avais besoin qu'elle sache que je n'étais pas la vieille invisible qu'elle croyait. Il a fini par accepter. Mais il m'a fait promettre une chose, que je n'irais pas seule, ou que je prendrais mes précautions. J'ai promis. Et ensuite, j'avais juste besoin de l'opportunité. L'opportunité est arrivée 2 semaines plus tard. Julien m'a appelé. Chose rare. Sa voix était bizarre, un peu gênée. « Maman, Chloé veut te parler. De tout ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle a exagéré, qu'elle veut s'excuser. » Je suis restée silencieuse. J'analysais. Des excuses. Après tout ça. Après l'humiliation. Après la tentative de vol. J'ai demandé quand. Il a dit samedi, chez eux, le matin. J'ai dit que je viendrais. En raccrochant, je savais. Ce n'était pas des excuses.
C'était autre chose. Elle avait découvert que je n'allais pas céder, que je n'allais pas donner l'argent, que je me protégeais. Et maintenant, elle allait essayer de me manipuler d'une autre façon. Mais cette fois, j'étais prête. J'ai appelé Maître Laurent, je lui ai raconté. Il m'a dit de faire attention, de ne rien signer, de ne rien promettre, et d'enregistrer, si possible. J'ai dit que je le ferais. Vendredi soir, j'ai préparé mes vêtements. Rien de spécial. Un jean, un chemisier clair, des chaussures plates, simples, mais propres, bien repassées. Je n'allais pas arriver là-bas avec une tête de victime. J'ai préparé mon sac. J'y ai mis les documents que j'avais mis de côté, les 3 pages que j'avais écrites, le numéro de Maître Laurent noté, et mon téléphone avec le dictaphone testé. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je me suis tournée et retournée dans mon lit, pensant à ce que j'allais dire, pensant à ce que ça ferait de la regarder en face et de lui dire tout ce que je savais. Je me suis levée tôt le samedi. J'ai pris mon café lentement. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme de 62 ans, cheveux gris, visage fatigué, mains marquées par le travail. Mais j'ai vu autre chose aussi. J'ai vu de la fermeté, j'ai vu de la dignité, j'ai vu quelqu'un qui ne baisserait plus jamais la tête. J'ai pris mon sac, j'ai fermé la porte à clé. Je suis allée à l'arrêt de bus. Le trajet jusqu'à chez Julien a duré 40 minutes. J'ai regardé par la fenêtre tout le long, les gens dans la rue, les magasins qui ouvraient, la vie qui continuait, comme si rien ne se passait. Mais pour moi, c'était le jour J, le jour où j'allais renverser la table. Je suis descendue du bus 2 arrêts avant. J'ai voulu marcher, respirer, me préparer. Quand je suis arrivée devant la maison, je me suis arrêtée. J'ai regardé la porte. La voiture neuve était garée devant. La maison impeccable, parfaite de l'extérieur, pourrie de l'intérieur. J'ai pris une grande inspiration, j'ai serré mon sac fort, et j'ai sonné. Julien a ouvert. Il a souri. Mais c'était un sourire crispé. « Salut, maman. Entre. » Je suis entrée. Le salon était silencieux. Lucas n'était pas là. J'ai demandé où il était. Julien a dit qu'il l'avait laissé chez la mère de Chloé, que c'était mieux d'avoir une conversation entre adultes. Évidemment. Pas de témoin. Chloé est apparue de la cuisine, un sourire aux lèvres. Mais le regard était froid comme la glace. « Martine, c'est bien que tu sois venue. Assieds-toi, je t'en prie. » Je me suis assise. J'ai posé mon sac à côté de moi. J'ai gardé la main dessus. Elle s'est assise en face de moi. Julien est resté debout, au milieu, comme un arbitre. Chloé a commencé à parler. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'elle reconnaissait qu'elle avait eu tort, qu'elle avait été dure avec moi, que la maternité l'avait stressée, qu'elle voulait repartir sur de bonnes bases. J'ai tout écouté, en silence, en la regardant droit dans les yeux. Quand elle a fini, elle a attendu, attendant que je remercie, attendant que je m'émeuve, attendant que j'accepte et que je redevienne la vieille naïve de toujours. Mais je n'ai rien dit. J'ai continué à la regarder. C'est là que son sourire a commencé à se fissurer. Et c'est là que j'ai pris la parole. « Chloé, je ne suis pas venue ici pour accepter des excuses. Je suis venue pour que tu saches que je sais tout. » Son sourire a disparu. Julien a froncé les sourcils. « Maman, de quoi tu parles ?» Je n'ai pas quitté Chloé des yeux. Je parle de la tentative de fausse procuration. Je parle de l'étude notariale qui m'a appelée parce que la signature était imitée. Je parle de mes papiers que tu m'as demandés, Chloé, en disant que c'était pour la crèche de Lucas. Elle a blêmi, mais elle a tenté de faire face. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu le sais très bien. Tu as essayé de m'escroquer. Tu as essayé d'obtenir une procuration pour avoir accès à mon appartement, à ce qui est à moi. Julien a fait un pas en avant. « Maman, c'est du délire. Chloé ne ferait jamais ça. » Je l'ai regardé. « Julien, tu m'as demandé 5 000 €. Tu as dit que c'était pour refaire la chambre de Lucas et payer des factures. Mais 2 semaines plus tard, il y avait une voiture neuve devant la maison. 0 kilomètre. D'où vient l'argent ?» Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Il a regardé Chloé. « Chloé ?» Elle s'est levée, nerveuse. « Ce ne sont pas ses affaires. On a résolu le problème autrement. On a emprunté à mon père. »
Mensonge. Ma voix était ferme. Tu voulais mon argent pour payer la voiture que tu avais déjà achetée. Et quand je ne te l'ai pas donnée, tu as essayé de me voler d'une autre manière. Sa voix est montée dans les aigus. Je n'ai rien essayé de voler. C'est toi qui es une vieille paranoïaque. Julien est resté figé, choqué. J'ai continué. Je sais que tu dis du mal de moi. Je sais que tu m'exclus de tout. Je sais que tu attends que je meure pour récupérer mon appartement. Qui t'a dit ça? Qui? Elle perdait le contrôle. Des gens qui entendent, des gens qui voient, des gens qui ne sont pas aveugles comme mon fils. Elle a ri, de ce rire nerveux, fort. Tu n'as aucune preuve, tu n'as rien. C'est toute une invention de ton esprit malade. C'est là que c'est arrivé. Elle gesticulait, les bras en l'air, et son sac à main était accroché à son épaule. Le mouvement brusque a fait glisser son téléphone. Il est tombé par terre, juste à mes pieds. L'écran s'est allumé sous le choc. J'ai baissé les yeux, et j'ai vu. Une messagerie ouverte. Une conversation avec quelqu'un enregistrée comme « Serette ». Et le dernier message, de la veille au soir, était là, ouvert, visible. Demain, je vais faire semblant de m'excuser auprès de la vieille. J'ai besoin qu'elle me fasse confiance à nouveau. Sinon, je ne pourrai pas lui faire signer le transfert de l'appart. J'ai ramassé le téléphone. Chloé m'a sauté dessus. « Donne-moi ça, donne-le-moi !» Julien l'a retenu, pour la première fois. « Chloé, arrête !» J'ai tenu le téléphone fermement. J'ai fait défiler la conversation vers le haut, pour que Julien voie, pour qu'il lise de ses propres yeux. Il y en avait plus. Elle est tellement bête. Elle croit encore que je l'aime bien. Quand elle crèvera, on vendra son taudis et on ira à Disneyland. Julien ne se doute de rien. Je lui fais croire tout ce que je veux. La vieille a essayé de demander des papiers au notaire. J'ai dit à Julien qu'elle devenait sénile. Il a marché. Julien a tout lu, en silence. Son visage s'est décomposé. De la confusion, au choc, à l'incrédulité, à la rage. Il a lâché Chloé. Il a reculé de 2 pas. « Tu as fait ça ?» Elle a essayé de m'arracher le téléphone des mains. J'ai levé le bras. « Julien, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» Sa voix tremblait. « Tu as traité ma mère de vieille bête. Tu prévois de la voler. Tu m'as menti sur toute la ligne. »« Je n'ai pas menti. J'ai juste... »« Tu as juste quoi ?» Il a hurlé. Pour la première fois, il a hurlé contre elle. Elle a commencé à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient les larmes de quelqu'un qui s'est fait prendre. Elle t'aliène. Elle veut t'éloigner de moi. Elle a toujours voulu ça. Julien m'a regardé. Puis il l'a regardé. Ma mère n'a jamais dit du mal de toi. Jamais. C'est moi qui ne voyais pas. C'est moi qui ne voulais pas voir. Il s'est passé la main sur le visage. Épuisé. Détruit. Je me suis levée. J'ai rendu le téléphone à Chloé. Elle l'a pris, pleurant toujours, mais je n'avais pas fini. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti les 3 pages. Je les ai posées sur la table. Ça, c'est tout ce que j'ai rassemblé. Chaque humiliation, chaque mensonge, chaque exclusion, avec les dates, avec les noms des témoins. Tout est documenté. J'ai une copie chez l'avocat. Et j'ai l'aide ménagère qui travaille ici, qui t'a entendu parler de mon appartement au téléphone. Chloé a écarquillé les yeux. Amina n'aurait pas... Elle l'a fait, et elle le fera. Elle a signé une attestation. J'ai pris une grande inspiration. Je l'ai regardée. Pour la dernière fois. Je vais te donner une chance. Une seule. Tu ne tentes plus jamais rien contre moi. Jamais. Si tu essaies de toucher à mon appartement, à mon argent, à ma vie, je porte plainte pour tentative de fraude. J'ai tout ce qu'il me faut. Et tu sais que je l'ai. Elle n'a pas répondu. Elle est restée figée, tremblante. J'ai regardé Julien. Je t'ai élevé seule. Je t'ai tout donné. J'ai renoncé à tout. Et tu as laissé cette femme m'humilier. Tu l'as laissée m'effacer de ta vie, de la vie de ton fils. Sa voix était basse, brisée. Maman, je ne savais pas. Tu n'as pas voulu savoir. C'est différent. Chaque fois que j'ai essayé de parler, tu as dit que j'exagérais. Tu as choisi de la croire, elle.
pas moi. Il a commencé à pleurer, et j'ai senti un pincement au cœur, parce que même si ça faisait mal, c'était mon fils. Et une partie de moi voulait encore le prendre dans mes bras. Lui dire que tout allait bien. Mais tout n'allait pas bien. Julien, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je n'accepterai plus d'être traité comme si je n'existais pas. Si tu veux m'avoir dans ta vie, dans la vie de Lucas, tu vas devoir faire des choix. Et tu vas devoir faire tes preuves. Par des actes, pas par des paroles. J'ai pris mon sac. J'ai regardé Chloé une dernière fois. Et toi? Si je découvre que tu dis du mal de moi à mon petit-fils, si je découvre que tu l'empêches de me voir, je reviens ici, et je ne viendrai pas pour discuter. Je viendrai avec un huissier et la police. Je suis sorti de la maison. La porte s'est refermée derrière moi. Quand je suis arrivé sur le trottoir, je me suis arrêté. J'ai respiré. Le soleil brillait. Le vent m'a caressé le visage. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri, parce que je m'étais défendu. J'avais affronté le monstre, et j'avais gagné. 2 semaines après la confrontation, Julien s'est présenté chez moi. Seul, j'ai ouvert la porte. Il était changé, plus maigre, les traits tirés. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Maman, je peux entrer ?» Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis sur le canapé. Il est resté silencieux un moment. Puis il a commencé à parler. Il a raconté qu'après mon départ, il avait confronté Chloé à nouveau. Il avait exigé de voir tout son téléphone. Elle avait refusé. Ils s'étaient disputés. Ils avaient crié. Pour la première fois, il n'avait pas cédé. Il était allé voir Amina. Il lui avait parlé. Elle avait tout confirmé, chaque chose que j'avais dite, chaque méchanceté que Chloé avait dite dans mon dos. Il m'a regardé, les yeux rouges. « Maman, j'ai été un idiot. Je l'ai laissé te faire tout ça, et je n'ai rien vu. Ou pire, je n'ai pas voulu voir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé. Elle m'a manipulée. Elle m'a convaincue que tu exagérais, que tu étais jalouse, que tu n'acceptais pas que j'aie ma propre famille maintenant. Et je l'ai cru. » Il s'est essuyé le visage avec les mains. J'ai demandé le divorce. Ça m'a prise par surprise. Je ne m'y attendais pas si vite. Julien, non, maman, je ne peux plus. Je ne peux plus la regarder sans voir tout ce qu'elle a fait. Les mensonges, la froideur, la méchanceté. Comment je peux faire confiance à quelqu'un comme ça pour élever mon fils? J'ai respiré profondément. Et Lucas? Garde alternée. Mon avocat s'en occupe. Je ne veux pas enlever l'enfant à sa mère, mais je ne la laisserai plus m'éloigner de toi. Il m'a regardé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu le petit garçon que j'avais élevé. Le garçon qui me serrait dans ses bras en rentrant de l'école. Le garçon qui disait que quand il serait grand, il s'occuperait de moi. Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que je t'ai déçue, mais je veux essayer, je veux réparer, si tu me donnes une chance. Je suis restée silencieuse, parce que c'était difficile. Pardonner faisait mal, presque autant que ne pas pardonner. Mais c'était mon fils, et malgré tout, je l'aimais encore. Julien, je te pardonne, mais les choses ne redeviendront pas comme avant, pas tout de suite. Tu vas devoir faire tes preuves, et j'aurai besoin de temps. Il a hoché la tête. Je sais, et je te le prouverai, chaque jour, aussi longtemps qu'il le faudra. Dans les mois qui ont suivi, il l'a prouvé. Il appelait tous les jours. Il passait ici tous les week-ends. Il amenait Lucas. Il me laissait rester seule avec mon petit-fils. Pour la première fois, j'ai pu lui donner le bain, lui lire une histoire pour dormir, être une vraie grand-mère. Chloé a essayé de compliquer les choses. Elle a inventé des excuses. Elle a dit que Lucas était malade, qu'il ne pouvait pas venir. Mais Julien n'a pas cédé. Il s'est battu pour ses droits. Et pour les miens? Elle a tenté une dernière carte. Elle m'a appelé. Elle a pleuré au téléphone. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur, qu'elle voulait s'excuser sincèrement, qu'elle voulait recommencer à zéro. J'ai écouté. Et quand elle a fini, j'ai dit une seule chose. Chloé, je ne te souhaite pas de mal, mais je ne veux pas de toi dans ma vie non plus. Tu as essayé de me voler.
Tu m'as humilié, tu m'as effacé. Ça ne se répare pas avec des excuses. Occupe-toi bien de ton fils et laisse-moi tranquille. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Elle n'a plus réessayé. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. Julien a gardé l'appartement. Elle a gardé la voiture. La garde de Lucas a été partagée. 1 semaine sur 2. Et moi? J'ai repris ma vie en main. J'ai recommencé à coudre. Pas pour l'argent. Pour le plaisir. J'ai fait des vêtements pour Lucas, pour le fils de la voisine, pour ceux qui me le demandaient. J'ai commencé à fréquenter un club de retraités de la mairie. Je me suis fait des amis de mon âge. On se retrouve tous les mardis. On discute, on rit, on vit. J'ai voyagé pour la première fois en 20 ans. Je suis partie en Bretagne avec un groupe organisé. Je suis restée 3 jours. J'ai trempé mes pieds dans l'océan. J'ai mangé des fruits de mer face au port. J'ai dormi en écoutant le bruit des vagues. Quand je suis rentrée, je me sentais une autre personne. Julien continue d'être présent. Pas parfaitement. Il fait encore des erreurs. Il oublie encore d'appeler parfois. Il est encore en retard. Mais il essaie. Et ça, pour moi, c'est déjà beaucoup. Lucas m'appelle mamie. Il dort ici de temps en temps. On fait des gâteaux ensemble. Il adore ça. Il dit que c'est le même que celui que son papa mangeait quand il était petit. Parce que c'est le cas. J'ai gardé la recette, et maintenant je la lui transmets. Je regarde en arrière et je vois tout ce que j'ai traversé. L'humiliation, la douleur, l'effacement. Et je vois aussi la force que je ne savais pas que j'avais. J'ai fait face. Je me suis défendue. Je n'ai pas accepté d'être piétinée. Et aujourd'hui, je dors en paix. Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et personne, plus jamais, ne me fera oublier ça. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez, et restez avec moi pour les prochaines vidéos qui vont s'afficher à l'écran. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui.